Salut à toi, et bienvenue à la Fac des sorcières. Dans ce podcast, on part à la rencontre des sorcières modernes pour découvrir leurs pratiques et répondre enfin à toutes les questions qu'on se pose sur un mythe bien réel. Je m'appelle Nicolas Fayard et je t'accompagne dans ta quête pour trouver la sorcière qui sommeille en toi et ainsi affirmer ta juste place dans le monde. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir la pétillante Victoire Lacoste, qui a à cœur d'accompagner les femmes dans toutes les phases importantes de leur vie. Son approche holistique s'adapte à la période de chacune et s'axe autour de 3 piliers. La connaissance du corps, la contraception à travers la symptothermie moderne et la conception. Victoire est aussi yoga doula et surtout une accompagnatrice bienveillante pour toutes les femmes qui souhaitent retrouver leur souveraineté et se reconnecter à leur corps. Alors, sans plus attendre, je t'invite à rejoindre notre échange et je te souhaite une bonne écoute. Je te retrouve à la fin de l'épisode. Salut Victoire. Salut Nicolas. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et de venir sur ce podcast. Avec plaisir, c'est vraiment partagé. Merci pour l'invitation. Ça me tenait vraiment à cœur de t'inviter sur... en ce moment à Estaria, on travaille sur l'archétype de la gardienne et pour moi tu incarnes vraiment cet archétype-là. Donc j'avais vraiment envie qu'on discute du lien au corps et de ce que tu fais. Et c'est vrai que ça correspond vraiment bien. Trop bien. Du coup, je vais commencer avec la petite question rituelle, c'est comment est-ce que tu es rentrée dans le monde de l'ésotérisme et qu'est-ce que c'est pour toi ? Yes. Et bien, du coup, je pense que j'y suis rentrée vraiment en 2015 avec ma première retraite jeune. Donc, c'est une retraite qui s'appelle la retraite Ostavik, qui existe encore aujourd'hui. Et c'est une retraite qui est organisée par des jeunes, pour des jeunes de 18 à 30 ans. Et on se retrouve pendant, souvent c'est 5 jours. Et chaque jour, on a un intervenant différent et qui vient nous faire son témoignage de comment il a osé sa vie, qui est souvent un témoignage qui est génial et qui apporte des clés, surtout en tant que jeune. Quand on arrive là-bas, souvent on est un peu paumé, voilà. Et puis c'était aussi un peu l'idée de découvrir une grande famille en fait, une famille dans laquelle moi je me suis sentie accueillie et bienvenue telle que j'étais. Alors que à l'époque j'étais en mode non, j'ai pas le droit d'être comme ça parce que je serais pas aimée, etc. Alors qu'en fait, en arrivant là-bas, j'ai découvert que tout ce que j'étais, et ben en fait c'était ok. Et j'étais là, cool, trop bien, bienvenue chez moi. Et du coup, chaque jour, ces intervenants, ils apportent des thématiques comme la danse, le clown, les arts martiaux, la méditation, le chamanisme. C'est plein de personnes différentes avec des couleurs différentes et c'est toujours hyper intéressant. Et chaque soir, on a des soirées avec des thématiques particulières comme la biodanza, des cercles de femmes, des cercles d'hommes. On a une scène ouverte aussi à la fin. Enfin voilà, c'était hyper transformateur. Et ça, c'est mon frère qui me l'a introduit. Voilà. Trop bien. Ça fait rêver. Ça me donne envie de construire des endroits comme ça. Franchement, oui. Enfin, c'est vrai que moi, c'était vraiment au moment d'une période assez charnière où j'étais paumée, je venais de me séparer de mon mec. Mon boulot, ça me correspondait pas. Enfin, la dernière formation que j'avais faite me correspondait pas et j'étais paumée. Et il manquait ça, en fait. Cette petite flamme, le fait de me dire, ouais, il y a d'autres jeunes comme moi qui se cherchent, qui rentrent pas dans les cases que propose la société. Et c'était trop bon. Ça ressemble à de la sorcellerie. Franchement, ouais. Franchement, oui. Clairement. Ok, et du coup, ce déclic-là, il t'a permis de quoi ? Il a permis la naissance de la victoire d'aujourd'hui. Wow. Franchement, je pense que, ouais, il y a vraiment eu un avant et depuis. Et en fait, il a permis le fait que, entre autres, le fait que je me connecte à ce que j'avais envie,
à ce que je rencontre des personnes qui sont en fait des personnes qui partagent encore mon quotidien aujourd'hui. Il a permis aussi que je rencontre mon frère pour de vrai. Avant, on était comme chien et chat. Jusqu'à 15 ans, on était dans la même chambre et puis j'avais souvent de la colère envers lui, etc. Et là, je sais pas, je l'ai rencontré et ça a fait vraiment un tilt aussi de waouh, ok, il peut être tout ça aussi. Et notre relation, elle peut être complètement différente. Et ça a permis de tisser des liens vraiment chouettes en fait. Et riches, et intéressants, et constructifs. Waouh. Ouais. Ouais. Ça a chamboulé beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Puis j'avoue que au moment où tout ça s'est ouvert, c'était un peu comme ok, mais comment on fait pour s'arrêter? Moi, j'ai toujours envie de plus et tout ça. Et puis il y avait un peu cette soif de la spiritualité, cette soif de d'aller toujours plus loin. Et puis je me suis cassé la gueule. J'ai pris une grosse claque émotionnelle, voilà, de plein fouet. Et du coup, j'ai mis tout ça de côté pendant quelques temps. Je pense que j'ai fait genre 3-4 retraites. Souvent, les retraites, elles sont à chaque saison. Et puis, oui, c'est ça. J'en ai fait 1, 2, 3. Et c'est à la fin de la 3e que la claque est arrivée. Et puis, du coup, j'ai mis sur pause. J'ai mis sur pause un peu ma vie aussi. Parce que j'avais plus trop le choix. Il y a eu vraiment cette question de la mort qui se posait, en fait, je pourrais pas survivre à s'il y a plus costaud comme épreuve qui arrive. Et j'ai tendance à me dire que pour moi, si on va pas voir ce qui se joue pour nous dans cette épreuve, l'étape d'après, c'est que ça va se représenter, mais de manière plus costaud. Et moi, je pouvais pas traverser plus dark que ça. Et puis il y a vraiment eu 3 jours où mes pensées, elles étaient en mode, en fait, je me reconnaissais pas. Il y avait plus rien de cohérent. Et j'étais, ok, je vais pas pouvoir traverser plus dark que ça. Et la question de la mort se pose. Et j'étais là, mais Victoire, t'es tellement loin de qui t'es d'habitude. Enfin, t'es une meuf qui est plutôt pleine de vie, qui est curieuse, qui aime bien les gens. Et là, il y avait plus rien de tout ça. Donc c'est là, tu peux pas prendre la décision de mettre fin à tes jours dans cet état-là. Et tu pourras pas survivre à pire. Donc, en moi, ma façon de résoudre ça, c'était d'aller voir à l'intérieur ce qui se passait vraiment. Donc, j'ai appelé au secours. Et puis, il y a eu une femme qui m'a répondu à ce secours, enfin que j'ai été chercher clairement. Et voilà, elle m'a proposé 2 solutions. Et du coup, j'ai fait un séjour en clinique psy pendant 2 mois. Le temps de me dire, en fait, je peux pas gérer ma vie. Je sais pas faire. Et du coup, j'avais besoin de mettre sur pause, de prendre ma vie et de la mettre entre les mains d'autres personnes et de dire, ok, c'est vous qui allez gérer tout ça. Et puis ça l'a fait. Ça l'a fait. C'était pas facile. Et c'était chouette parce que c'était une clinique que de femmes. J'avais spécialement choisi pour ça. Et puis parce qu'elle était proche de mon frère aussi. Et puis ça m'a permis de me remettre d'aplomb et d'être prise en charge. Et qu'à la sortie, j'ai commencé une thérapie qui m'a suivie jusqu'à novembre. Donc 4 ans et demi qui ont été vraiment un parcours initiatique, quoi, pour construire tout ce qui me manquait, ce dont j'avais besoin pour évoluer de manière apaisée, sereine et structurée. Et voilà, ça a été vraiment chouette. Et ouais, voilà ce que je peux partager de ce que ça a amené, de ce que ça a ouvert ces retraites jeunes. Et puis j'y suis revenue en fait. J'y suis revenue et aujourd'hui dans mes métiers, ça résonne pleinement avec ce que j'ai découvert à l'époque. Et peut-être que ça résonne pleinement, mais de manière plus ancrée. Et ce qui fait vraiment sens pour moi. Parce que je pouvais avoir tendance à aller bien là-haut, à aller me percher, chercher là-haut, c'était trop bien. Et puis en fait, pour moi, c'est hyper important d'être dans le corps, d'être en relation avec les autres. Et voilà, donc tout ce parcours-là a amené un peu cette connexion
verticale et horizontale que je trouve hyper importante. Carrément. Mmh. Effectivement, la question de l'ancrage est super importante pour pouvoir être suffisamment solide pour les autres aussi. Donc, c'est vrai que c'est important de faire ce travail-là sur soi. Et... Mmh. Ouais, carrément. Trop bien. Félicitations Carrément. pour ton parcours. Ouais, merci. Parfois, je me dis, ouais, c'était essentiel. Mais effectivement, je trouve que d'aller voir dans les ombres, ça demande du courage et de pas faire semblant. Parce que souvent, tu peux te dire, oui, j'y vais, tout ça, puis sans ouvrir réellement la porte. Et je trouve ça important de l'ouvrir réellement. Et je pense que j'ai encore plein de portes à ouvrir, c'est clair. Mais voilà, là, il y a une bonne grosse porte qui s'est ouverte et qui s'est apaisée, donc ça fait du bien. Et puis ça me permet d'être plus alignée dans l'accompagnement que je propose aujourd'hui, dans les accompagnements que je propose, et ça n'a pas de prix, quoi. Carrément. D'ailleurs, tout à l'heure, tu as dit mes métiers. Oui. Du coup, t'es une slasheuse, comme on les appelle. Carrément. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ces métiers-là et de comment t'es arrivé là? Ouais, à fond. Eh bien, je sais pas par où je commence. Est-ce que je commence par comment j'en suis arrivée là ou quels sont mes métiers? On va faire un petit teaser. Et ben, du coup, je suis conseillère en gestion naturelle de la fertilité avec la symptothermie moderne. Donc, j'accompagne les jeunes femmes, les femmes et les couples en connaissance du corps, contraception et conception. Avec la symptothermie, qui est une méthode où on observe en fait 3 signes de fertilité. On observe la température le matin au réveil, on observe le ressenti interne au niveau du vagin, qui est un 6e sens à développer chez la femme. Est-ce que je me sens humide, sèche ou mouillée aujourd'hui? Et on observe la glaire cervicale que nous on appelle l'élixir de vie, qui porte très bien son nom et qui évolue tout au long du cycle. Et elle porte très bien son nom, en fait, cette glaire que nous on appelle l'élixir de vie, parce qu'elle est indispensable pour pouvoir accueillir la vie, pour pouvoir concevoir un enfant. Et mon autre casquette, c'est que je suis yoga doula. Donc les doulas, ce sont des personnes, essentiellement des femmes, qui accompagnent la maternité. Donc j'accompagne de la préconception, en passant par la grossesse, l'accouchement et jusqu'au postpartum. Et on propose vraiment un accompagnement qui est un soutien en fait affectif, logistique, informatif et qui est en complément de l'accompagnement médical puisque la doula elle a rien de médical. Et j'ai la casquette du yoga aussi. Donc je propose des cours de yoga pré et post-natal chaque semaine et dans le corps de mes accompagnements avec les couples, je propose des cours de yoga couple aussi. Donc ça, c'est vraiment chouette parce que ça intègre le ou la partenaire dans le processus de la grossesse. On fait des visualisations, des relaxations et enfin c'est à chaque fois chouette ce qui émerge dans ces consultations-là. Voilà ce que je fais. Voilà mes casquettes. Wow. Ouais, il y en a d'autres qui arrivent. Il y a les massages aussi pour les femmes enceintes, pour les bébés. Et puis en postpartum, il y a aussi les soins Riposo, qui sont des soins ancestrales mexicains qui permettent qui à la base ont été amenés pour la période du postpartum, parce que l'accouchement est un moment de vie de grande ouverture, que ce soit émotionnel, énergétique ou même physique. Et du coup, le soin Riposo sert à refermer un peu tous ces corps qui ont été ouverts pour que la femme qui a été contenant pendant 9 mois, elle puisse être contenue. Et ça, c'est vraiment un soin qui est doux et puissant à la fois. Souvent, les femmes, elles ont des choses qui remontent pendant les 3 mois qui suivent. Il peut y avoir des choses qui se transforment, qui évoluent. Et c'est souvent beau. Puis c'est donné par 2 femmes et pour une femme. Et moi, je trouve que ça, c'est vraiment chouette. Trop bien. Et ensuite, la dernière chose que j'aimerais développer par la suite, c'est de me former en sexothérapie. Parce que quand on touche à la fertilité, que ce soit la contraception ou la conception, on parle de la sexualité. Et je trouve que c'est un sujet il tend à être de moins en moins tabou. Mais n'empêche que je trouve que les femmes
moi, je pense que les hommes aussi, il y a une charge au niveau de la sexualité qui est énorme, notamment avec les pornos, etc. Mais où un homme doit être viril, fort, bordé dur, et puis être performant, etc. Et je trouve que c'est une pression énorme. Et alors qu'il n'y a pas besoin de tout ça. Et je trouve que voilà, nous les femmes, on traverse aussi beaucoup de choses avec nos lignées de femmes portent beaucoup de choses. Et je trouve qu'il y a du nettoyage à faire, de la guérison à faire là. Et dans les accompagnements que j'ai, c'est un sujet qui revient souvent. Donc voilà, ce sera une prochaine corde à mon arc. Pas tout de suite, mais dans quelques années, elle sera présente, je pense. Donc voilà tous les slash. Qui sont assez complémentaires finalement. Complètement. En fait, c'est ça que je trouve magique, c'est que en fait, les femmes, je peux vraiment les accompagner dès l'arrivée de leur lune, de leurs règles, et puis pendant un peu toutes les périodes, parce qu'avec la symptôme, on accompagne voilà, pendant la connaissance du corps, en contraception, pour l'arrivée d'une grossesse. On peut accompagner pendant l'allaitement aussi, si la femme a pratiqué la symptôme avant d'être enceinte, et pendant la période de la préménopause. Et puis la casquette de doula, elle vient pour apporter de la douceur pendant toute cette période de grossesse, d'accouchement, postpartum. Enfin, c'est hyper complémentaire et j'adore. Parce que c'est ça qui m'intéresse, c'est vraiment d'accompagner au long terme, quoi, de suivre l'évolution, d'être au plus près des femmes et de pouvoir les soutenir dans les questions, dans les choix. Ouais, mais ça c'est trop bien. C'est trop bien. Et du coup, tu m'as demandé aussi comment j'en étais arrivée là. Eh bien, écoute, ça a été un chemin de plusieurs années. Je me suis beaucoup cherchée. J'ai passé un bac S, j'ai fait un CAP esthétique en espérant apprendre à masser les gens. Puis j'ai appris à épiler à la chaîne. Donc clairement, c'était pas pour moi. Au bout de 6 mois en alternance, j'étais au fond du trou, donc ça me parlait plus. Enfin, pas. Et je me suis dit que à l'époque, j'avais des paillettes dans les yeux. J'en ai toujours, mais elles étaient un peu décalées par rapport à ce qui fait réellement sens maintenant. Et en fait, à l'époque, je me suis orientée vers une école de maquillage artistique et à Paris. Donc, j'ai bossé pendant 1 an dans la mode et donc je maquillais pour des défilés et des shootings. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que ma place, elle n'était pas là et qu'il me manquait un peu tout l'aspect corporel. Donc, je me suis orientée vers une formation pour être coach sportive. Et là, ça m'a complètement cassée. C'était une formation qui durait 2 ans. Et puis, au bout d'1 an, en fait, ils voulaient des machines de guerre. Genre, ils me l'ont dit mot pour mot. Et ils se servaient de moi comme exemple en cours en mode, bah voilà, dans ce milieu-là, il faut être un requin. Et par exemple, Victoire ne l'est pas. J'étais là, super. Donc, ça m'a achevée. Et c'est dans cette année-là aussi que mon frère m'a introduit la symptothermie. Moi, j'étais sous pilule. Voilà, je sentais bien qu'il y avait des choses qui me convenaient pas, mais quand j'essayais de l'arrêter, j'avais des montées d'acné. Et comme j'étais dans un milieu d'image, je ne voulais pas du tout m'afficher avec un visage rempli d'acné. Et donc, je la reprenais, etc. Et puis, voilà, quand mon frère me l'a introduit, et comme quoi il utilisait cette contraception avec sa copine, moi, j'étais en mode, mais il est fou, en fait. Elle va tomber enceinte. Enfin, je veux dire, si c'était fiable, ce genre de contraception, ça se saurait, en fait. Se fier au cycle de la femme, quelle histoire, n'importe quoi. Donc ça, c'était mes croyances à l'époque. Et puis en fait, j'ai dû arrêter la pilule pour des problèmes de santé. Et ça a fait que j'avais plus de contraception. Et puis, voilà, il y a tout qui s'est clôturé en même temps, en fait. Ça fait un peu comme un entonnoir. J'avais plus de formation, plus de perspectives professionnelles. La pilule, j'ai dû arrêter pour des problèmes de santé. Avec mon ex, bah, ça s'est clôturé cette année-là aussi. Et mon frère est arrivé, il m'a dit « Oh, au fait, il existe les retraites Ostavi, tu sais, celles que je fais où t'as l'impression que je rentre complètement perchée et tout ça. Bah peut-être, on sait pas, peut-être ça peut te tenter. » Et voilà, du coup, ça a été, on arrive à ma première retraite, ce dont je parlais au début du podcast. Et puis là, j'ai fait en fait un parcours, enfin j'ai rejoint un programme qui s'appelle la Garantie Jeune. Et du coup, ça m'a permis d'avoir 1 an avec des rentrées d'argent
petite, hein, mais suffisante, et des conventions de stage. Donc j'ai pu aller faire des stages avec les femmes qui m'inspiraient. Donc j'ai pris mon sac à dos et puis je suis partie sillonner la France à la recherche de ces femmes-là. Et là j'ai rencontré des femmes qui étaient toutes vraiment connectées à leur cycle. Et danseuses, profs de yoga, enseignante de pilates, et il y en a une qui était crudivore. Enfin voilà, il y a vraiment un autre regard sur le corps, sur parce que moi j'avais le regard de la mode, donc un regard hyper dur, hyper exigeant, irrespectueux et pas du tout dans l'amour. Donc c'était aussi comme ça que je considérais mon corps. Et puis en fait ça m'a un peu tourné l'objectif, quoi. Un peu comme si je plaçais mon regard ailleurs par rapport à la femme, au corps de la femme, à la sexualité aussi, etc. Et puis, dans ces femmes que j'ai rencontrées, il y en a une qui a été ma conseillère sympto. En fait, j'avais vraiment été la rencontrer parce que je la trouvais inspirante. Je lui ai proposé un café, puis en fait, je me suis rendu compte que finalement, c'était devenu une consultation pour moi, cette rencontre. Et parce qu'elle était, enfin, elle est sexologue, yoga thérapeute, conseillère sympto, et c'était dans cette femme, je retrouvais un peu toutes les couleurs qui me plaisaient, en fait, tout ce qui me parlait. Il y avait l'aspect corporel, connaissance du corps. Et puis je me suis fait accompagner par cette femme. Et ça a changé le regard sur mon corps, le regard que j'avais des hommes, comment je pouvais considérer la sexualité. Et en fait, ça m'a ramené du respect envers mon corps de femme, envers ma nature cyclique, envers ma sexualité. Ça a modifié mon rapport aux hommes et à la sexualité. Et ça, pour moi, c'était un cadeau. Et du coup, j'étais avec ce cadeau qui est juste énorme, on va aller l'offrir aussi à d'autres femmes. Et je me suis formée à la sympto, du coup, à la sortie de la clinique. Si on refait un peu tous les ponts, si on rejoint un peu tous les bouts. Et voilà, donc j'ai commencé à accompagner les femmes. Et ça a été un trésor. En fait, ce que j'avais pas prévu, c'était que chaque consultation offrait un espace d'accueil pour la femme. C'est-à-dire que moi, je pensais, transmettre la sympto, c'est une méthode cartésienne, scientifique, qui a été mise au point par un médecin autrichien dans les années 50. On apprend à observer les différents étages dans le corps, les différents signes de fertilité, ce qui me convenait bien, en fait. C'était terre à terre, et j'avais besoin de ça à l'époque. Et en fait, chaque consultation ouvrait vraiment un espace où la femme pouvait déposer des difficultés qu'elle rencontrait, je sais pas, comme au niveau de la sexualité, peut-être des grossesses qui se sont arrêtées spontanément, qu'on appelle communément des fausses couches, que je trouve un terme assez horrible, parce qu'en fait, il y a eu une grossesse, donc c'est pas une fausse couche, c'est une grossesse à part entière, avec un petit être qui s'est pas incarné jusqu'au bout, mais qui est venu rendre visite, en fait. Et voilà, des difficultés, oui, au niveau de la sexualité, peut-être des douleurs au niveau de la pénétration, peut-être un désaccord avec le partenaire, des cystites, des mycoses, qui sont en fait des maladies qui viennent bousiller un peu des parties de la vie d'une femme, quoi. Et voilà, j'étais en mode, ok, c'est trop cool, on peut offrir ces espaces-là avec la sympto, mais welcome, quoi. C'était des cadeaux, en fait, ces consultations. Et voilà, et puis ça a évolué, ma pratique a évolué. Je me rendais compte que des consultations ponctuelles, c'était pas suffisant. Il fallait des accompagnements où je suis vraiment dispo pour les femmes que j'accompagne, et les couples aussi, parce que les hommes sont clairement les bienvenus dans ce processus. Et ils pouvaient me contacter en cas de doute, d'inquiétude, de questions sur un peu tout ce qui relie, ce qui est connecté au cycle, à la sexualité, au corps. Et c'était hyper intéressant, quoi. Et puis, en fait, donc ça, c'est par rapport à la sympto. Et l'autre côté, c'est la maternité. Depuis que je suis toute petite, quand je vois une femme enceinte qui passe à côté de moi, je me retourne dans la rue et je suis fascinée par ce processus de la grossesse, en fait. C'est-à-dire que
voilà, il y a un être qui est créé dans le corps de la femme et en 9 mois, tout un bébé, un être humain va être créé. Et je trouve ça juste fascinant. Et, et je pense que je suis pas arrivée là par hasard. Ça parle aussi de mon histoire, des manques que j'ai eus, de comment les manques que j'ai eus, comment je fais pour les nourrir pour moi aujourd'hui et comment je fais pour apporter ces choses-là aux femmes qui, moi, m'ont manqué et qui manquent parfois dans la société aujourd'hui, qui peuvent être de la douceur, de l'accueil, la réelle considération. Et c'est en ça où je trouve chouette d'avoir ce vécu-là, moi, mes petits problèmes à moi que j'ai transformés et comment ces petits problèmes-là, eh ben, je peux réussir à les mettre au service de l'autre parce que c'est des choses qui me parlent et qui me touchent et que j'ai vécu moi de l'intérieur. Et voilà, la mise au monde des bébés, c'est quelque chose qui me parle, qui résonne beaucoup pour moi. Et de le faire de manière souveraine. On parlait de la souveraineté, voilà, c'est quelque chose qui est pour moi, qui fait vraiment sens. Et du coup, c'est assez... Enfin, en fait, les doulas, j'en ai entendu parler la première fois pendant ce café consultation, où j'étais en mode, est-ce que je me forme en tant que sage-femme voilà, je me disais, ouais, c'est sûrement un des plus beaux métiers du monde, d'aider les bébés à se mettre au monde, de soutenir les femmes qui enfantent. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que c'était un aspect très, très médical et que même si c'est hyper intéressant et qu'on en a vraiment besoin, c'était pas ce qui m'intéressait. Donc, c'était assez clair. Et je me souviens, j'ai acheté mon premier pantalon blanc parce que du coup, au sein de la formation Yoga Doula, il y a toute la voie du Kundalini Yoga qui est présente, donc avec les habits blancs, le turban. Et ça, ça résonnait très fort pour moi pour des choses différentes. Et du coup, j'ai fait cette formation Yoga Doula en 2019-2020. Et c'était très transformateur, hyper riche. Et là, je suis dans les premiers accompagnements en fait que je fais auprès des femmes et des couples. Et c'est magique. Là, j'ai fait mes premières visites en postpartum, donc on vient rendre visite dans le foyer où il y a un nouveau-né et on sent ça baigne d'ocytocine. Donc l'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour qui est plutôt présente au cours du dernier trimestre et encore plus dans le dernier mois et qui vient vraiment aider l'accouchement physiologique. Et parce que ça aide à la bonne mise en place de toutes les hormones du cocktail hormonal. Là, on peut parler aussi de magie et quelque part de sorcellerie, quoi. Un peu cette potion magique et qui fait que l'accouchement physiologique peut avoir lieu. Et puis d'arriver dans ces foyers remplis d'amour, c'est palpable qu'il y a une nouvelle vie, une nouvelle âme qui vient de s'incarner et ça baigne, quoi. C'est magique. Enfin, ça me fascine. Tu parlais d'accouchement physiologique. Moi, j'ai été surpris pour moi, c'est quelque chose qui est naturel, que je connais depuis longtemps, et j'étais surpris du nombre de personnes qui n'étaient pas au courant de qu'est-ce que c'était qu'un accouchement physiologique. Est-ce que tu veux en dire quelques mots par rapport aux pratiques communes, j'ai envie de dire, et en quoi ça change vraiment l'accouchement? Pour moi, ça remonte à il y a plusieurs siècles. Il y a une BD qui est géniale qui s'appelle BD de la naissance. Je crois que c'est Lucille Gomez qui les rédige et qui les dessine et elles sont magnifiques. Le contenu de ces BD, c'est exactement ce que nous on transmet en tant que doula dans les accompagnements pour renseigner les couples au niveau de la physiologie de la grossesse. Et c'est dans ces BD-là que j'ai appris qu'au tout début, pourquoi on a mis les femmes en position gynécologique, donc c'est-à-dire allongées sur le dos avec les pieds dans les étriers, c'était pour qu'un roi, j'ai plus en tête qui c'est, j'ai la mémoire pour vraiment ce qui m'intéresse, mais du coup c'est un des rois de France qui voulait assister à la puissance d'une femme qui enfante et qui voulait voir en fait son enfant naître. Et du coup, on a mis une de ses femmes, en position gynécologique et on a mis une petite ouverture pour qu'il puisse glisser sa tête et avoir la vue sur le vagin de cette femme qui était en train d'enfanter pour qu'il puisse voir naître son enfant. Et puis, voilà, du coup, vu qu'on s'est dit, la royauté enfante comme ça,
peut-être ça a commencé à naître dans la tête des gens que ça pouvait être chouette d'enfanter comme ça. Alors que, en fait, c'est antiphysiologique d'accoucher sur le dos, parce que ça vient appuyer au niveau du sacrum et du coccyx. Et en fait, dans l'accouchement tel qu'il est, le bébé, il a besoin de pousser le sacrum pour pouvoir naître. Il a besoin de faire sa place, en fait. Et si la femme est appuyée sur son sacrum, eh ben, c'est hyper dur. C'est ce qui peut, entre autres, faire intervenir les forceps, la ventouse, parce que le bébé, il n'arrive pas à sortir parce que c'est trop petit. Et ensuite, ce qu'il y a eu, c'est que les gynécologues, qui étaient en fait des hommes à l'époque, en tout cas, la médecine n'était pas accessible aux femmes parce qu'on les considérait comme des sorcières et qu'elles sont passées chaud les bûchers. J'en rigole, mais c'est une catastrophe. Et enfin, c'est inhumain. Enfin, bref, voilà. Et du coup, la médecine était pour les hommes. Et donc, l'accouchement a été pensé par des hommes, pour des femmes, ce qui n'est pas ajusté, parce que les hommes ne vivent pas dans leur corps ce que c'est d'enfanter. Et le corps, il a besoin de mouvement, en fait, pour vraiment que ça puisse se faire de manière naturelle. Et de respiration. Et en fait, quand on est sur le dos, avec les 2 pieds en l'air, il n'y a pas de mouvement. Et donc, on en revient à notre point des gynécologues des hommes. Ils en avaient marre de devoir se péter le dos, à devoir choper les bébés au vol qui sortent des vagins quand les femmes sont accroupies, debout. Et du coup, ils ont mis en place ces positions-là, comme ça, eux, ils sont assis en face de la femme et du vagin de la femme, et ils peuvent accueillir le bébé de façon tout à fait humble. Fainéante. Voilà, tout à fait, c'est ça, fainéante. Voilà. Et du coup, ça s'est vachement démocratisé, et dans les hôpitaux, c'est ce qui a été mis en place. Et en fait, il y a quelque part eu alors, tu me dis si c'est le bon mot, parce que parfois j'ai du mal à trouver les mots. Déshumanisation. C'est le bon mot? Je sais pas. Vas-y. Enfin, s'il est français, c'est que c'est celui-là. Dans le sens où, en fait, les femmes l'humanité, en grande partie, s'est dit, bah, la science a le pouvoir. Et du coup, il y a eu aussi ce fait de remettre notre pouvoir tout notre pouvoir entre les mains de la science et de la médecine. Ce qui fait que beaucoup de femmes arrivent aujourd'hui en clinique, en maternité, en hôpital, en mode ou aux urgences gynéco, en mode en fait sauvez-moi, mettez mon bébé au monde, j'ai trop mal, c'est pas possible, ou je veux pas souffrir, etc. Et ce qui fait qu'en fait, le corps médical a pris toute la responsabilité de l'accouchement. Sauf qu'en fait, qui est plus concerné que l'enfantement, que la femme et le bébé? En fait, nulle autre personne. Enfin, si le ou la partenaire, ce qui est hyper important et qui sont vraiment les bienvenus, et dans les accompagnements doula, on les forme aussi, parce qu'ils ont une réelle place à prendre auprès de la femme qui enfante. Mais aujourd'hui, les partenaires sont complètement mis à l'écart de cette période-là, alors que c'est essentiel qu'ils et elles puissent prendre place à côté de leur partenaire qui met au monde le bébé, en fait. Voilà. Et ouais, je pense que ça explique bien. Et puis, en fait, il y a aussi qu'à l'époque, au niveau des règles d'hygiène, il n'y avait aucune conscience de ça. Ce qui fait que le taux de mortalité, il était énorme, et ce qui fait que les gens ont pris peur et se sont dit oui, il faut absolument aller à l'hôpital. Donc, il y a plein de choses qui ont joué dans le fait qu'aujourd'hui, on n'a plus conscience de la physiologie de l'accouchement, que les femmes remettent leur pouvoir dans les mains de la médecine. Et aujourd'hui, on a conscience des règles d'hygiène, on se lave les mains, voilà, on se nettoie, on prend des douches. Il n'y a pas besoin d'en prendre tous les jours, mais voilà, il y a cette conscience-là qui fait que accoucher à la maison ou dans des maisons de naissance, c'est OK. C'est complètement OK de rester dans le cocon. Ça aide justement à mettre dans la bulle et à ce que tout le cocktail hormonal qui aide à la physiologie de l'accouchement puisse se mettre en place.
Oui, puis tu parlais de la douleur aussi, sur le fait que certaines femmes n'avaient pas envie de souffrir. Et en fait, j'ai l'impression que la physiologie fait que tu es tellement à l'écoute de ton corps. Et tu as eu des techniques, effectivement, dans l'accompagnement qui font que, en fait, tu diminues au maximum cette douleur-là et tu es vraiment consciente de... Même si, bon, d'accord, on s'entend, mais... Oui, oui, bien sûr. Bah, du coup, ni toi ni moi n'avons vécu l'accouchement. Non, c'est clair. J'ose même pas imaginer. Du coup, on peut que en parler, mais pour avoir lu plein de témoignages, regardé plein de vidéos, avoir échangé avec beaucoup de femmes, et du coup être formée sur le sujet, en fait, c'est qu'il y a un regard à changer par rapport aux contractions. Les contractions, elles rapprochent de la rencontre avec le bébé, et elles aident à sa venue au monde. C'est-à-dire qu'elles vont aider à l'ouverture du col de l'utérus et permettre le passage du bébé. Et pour moi, c'est aussi les contractions, elles vont aider à plonger dans un état de conscience modifié. Et parce qu'elles sont liées à plein d'hormones qui se mettent et qui viennent transformer les perceptions de la femme. Et il y a les endorphines qui viennent shooter, bercer. Enfin voilà, il y a plein d'hormones qui se mettent en place et qui font que si la femme est vraiment à l'écoute et plonge dans sa bulle, et pour être dans sa bulle, il faut qu'elle soit dans un contexte favorisant aussi, c'est-à-dire de l'intimité, de la chaleur. Et souvent, moi dans mes accompagnements, je pose la question: de quoi avez-vous besoin pour faire l'amour, pour un rapport sexuel épanouissant, et de quoi avez-vous besoin pour vous endormir? Et souvent, tout ce qui ressort, en fait, on peut faire un bon cocktail de tout ça, et c'est ce dont on a besoin pour enfanter. Enfin, ça peut être ce dont on a besoin pour enfanter. C'est encore une fois, ça dépend de chaque femme. Pour moi, il y a 50% de préparation et 50% d'inconnu. Parce qu'en fait, il y a tout ce qu'on met en place, etc. Mais il y a aussi ce petit chou qui veut se mettre au monde et qui va aussi, quelque part, choisir la manière dont il va se mettre au monde, quoi. Parce qu'il est vraiment aussi acteur. Et du coup, le fait, d'être dans la bulle, de la lumière tamisée, de la chaleur, de l'amour, des lumières douces, ou pas, selon les phases, ça aide, quoi. Carrément. Et puis, effectivement, on parlait de souveraineté tout à l'heure, je pense que c'est vraiment ça, de vraiment choisir... Et forcément de s'adapter aussi à ce qui va arriver, mais de choisir son accouchement idéal, quoi. C'est clair. Et de la même manière que j'en parlais en symptômes, et c'est en ça où je me suis dit, mais en fait, la souveraineté, elle est vraiment au cœur de mes accompagnements. C'est que ce qui est important, c'est d'avoir conscience de toutes les possibilités pour pouvoir faire un vrai choix. C'est-à-dire que tant qu'on ne sait pas que quelque chose existe, on ne peut pas le choisir. C'est-à-dire que, par exemple, souvent quand on va à un rendez-vous gynéco, on nous dit vous avez la pilule, l'anneau, le stérilet, etc. Et jamais on va nous introduire la symptothermie moderne, par exemple. Ou c'est très rare encore. Ça arrive de plus en plus. Alléluia, mais on n'y est pas encore. Et de la même façon pour un accouchement, si on ne connaît pas toutes nos possibilités, toutes les cartes qu'on a en main, on peut pas choisir en étant souveraine, c'est-à-dire en étant conscience de tout. Et c'est ok d'avoir conscience de la physiologie, mais de vouloir quand même accoucher en hôpital avec une péridurale, etc. Et c'est ok d'avoir dans le projet de naissance d'accoucher à la maison tout à fait naturellement et physiologiquement, et qu'au dernier moment, non, il doit falloir partir à l'hôpital. Enfin voilà, pour moi, tout est ok à partir du moment où on a conscience de nos choix et qui sont vraiment faits en conscience. C'était redondant. Oui, puis comme on en a parlé, on est vraiment préparé à tout ce qui pourrait arriver. On n'a pas vraiment de surprise sur l'instant, quoi. Donc effectivement, même si dans le cas où ça se passe pas comme prévu, on sait plus ou moins on a un plan A, un plan B. C'est ça. Après, c'est vrai que par rapport à l'accouchement, souvent, en règle générale, on n'a pas non plus conscience de tout. C'est-à-dire que il y a des phases qui peuvent échapper ou qui sont pas trop transmises aux femmes. Notamment, il y a une phase où la femme peut vraiment avoir envie de mourir pendant l'accouchement et dire arrêtez tout, il faut qu'on en finisse là, sortez-le, arrêtez, c'est pas possible, je vais mourir ou je veux mourir. Et en fait, cette phase-là, elle est normale. Et en fait, si on n'a pas conscience à un espace, si on n'a pas entendu à un espace de nous à un moment donné que c'était normal,
eh ben, il y a une réelle panique qui se met en place. Alors que si on sait que c'est OK et que à partir de ce moment-là, le bébé, il est plus si loin, eh ben, il y a une forme de détente, de relaxation qui peut se mettre en place et qui fait que, OK, on passe à l'étape d'après. Et ça, tant qu'on n'en a pas conscience, c'est pas facile, quoi. C'est clair. Trop bien. Bon, on a beaucoup parlé de l'accouchement, il y a plein d'autres sujets, la pilule, bon bref, il faudra peut-être qu'on se revoie pour en discuter. Carrément, avec plaisir. Et je sais pas, je pense que la question de la parole aussi est vachement intéressante dans ce discours-là, mais d'entendre aussi le témoignage d'autres femmes et d'avoir vraiment une vision globale, parce que ça reste même souvent assez secret, même complètement. Quand on apprend qu'on est enceinte, il y a toujours ce secret autour du bébé. C'est ça. Et la parole est rarement libérée dans ces accompagnements-là, et je trouve ça cool que tu crées des espaces pour en discuter, pour anticiper, pour se préparer, pour vivre ça de la meilleure manière. Ouais. J'avoue que je suis moi-même en mode Vic, t'as vu où est-ce que tu offres aux femmes, c'est trop bien. En fait, il y a et puis c'est tellement donnant aussi. C'est à chaque fois des petites pépites qui sortent. Chaque couple, chaque contexte offre des choses différentes et ça c'est magique, quoi. Puis j'avance avec eux, en fait. Souvent je leur dis j'aurais pas réponse à tout, hein. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Peut-être parfois, ça arrivera sûrement que parfois je sais pas, mais par contre souvent j'ai des communautés de femmes derrière moi qui ont leur vécu aussi, auprès desquelles je peux poser plein de questions. Et ça c'est là où on voit aussi l'importance de la communauté, de la sororité, de se soutenir. Et voilà. Ouais. Carrément, trop bien. Bon, du coup, on va terminer sur la question rituelle. Oui. Si tu avais une question à poser aux auditrices et même aux auditeurs, pourquoi pas, qui nous écoutent, ce serait quoi pour réfléchir à la question du corps et le lien au cycle et à la féminité, enfin tout ce que tu veux. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, ça émerge, mais ça prend un petit peu de temps. Vas-y. Structure. Ouais, c'est ça. Pour moi, ce serait quels sont les espaces où je pourrais apporter de la souveraineté. C'est-à-dire quels sont les espaces de mon corps où je pourrais amener de la conscience et aller chercher plus d'informations pour davantage me connaître et davantage être souveraine, parce que du coup, la connaissance, derrière, ça apporte de la responsabilité, des choix et du coup de la liberté. Trop bien. Oui. Ça résonne bien, en tout cas. J'espère que vous trouverez la réponse à ces questions. Et en tout cas, si vous ne trouvez pas la réponse à ces questions, vous pouvez demander de l'aide à Victoire, qui se fera un plaisir de vous y répondre. Carrément. Et d'ailleurs, si on a envie d'en savoir plus sur ce que tu proposes, comment est-ce qu'on peut trouver ça ? Eh bien, alors ça va bientôt, tout bientôt changer. Mais si c'est dans l'immédiat, c'est sur le compte Victoire-Lacoste. Et sur mon Instagram, du coup. Et après sur le site victoirelacoste.fr. Et peut-être en tout petit teaser, dans quelques jours, quelques semaines, vous allez pouvoir me retrouver sur le temple de Mahayana. Mahayana, Maayana. Trop bien. On mettra tout ça en description quand il sera sorti. Top. Oui, carrément. Trop bien. Merci. Écoute, merci beaucoup à toi pour tous tes précieux conseils et pour ton témoignage. Avec plaisir, c'était vraiment riche. Et puis, c'est toujours chouette de voir ce qui émerge spontanément. Carrément. J'espère que cet épisode t'aura donné envie de répondre à la question de Victoire. Quels sont les espaces où je pourrais apporter plus de souveraineté ? N'hésite pas à répondre à cette question et à laisser tes impressions tout au long de l'épisode sur la plateforme Tumult. Et s'il t'a plu, à laisser un petit mot sur iTunes pour soutenir le podcast. Bien sûr, tu peux aussi me retrouver sur Instagram à nicolas.fayard et sur esteria.fr. En attendant le prochain épisode, je te souhaite une bonne reconnexion au corps et surtout,
reste magique.